Bon, et bien bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier sur la gestion du temps et des priorités. Bon, là, vous voyez, ce PowerPoint est écrit hiver 2017, c'est hiver 2018 la session. Donc, c'est un atelier qui vous est offert dans le cadre du Centre d'aide à la réussite du Cégep Limoilou. Un atelier qui peut être potentiellement chargé. Comme vous voyez, on a un format à distance ici. Donc, si vous voulez participer, il y a des activités qui sont offertes, des questions. Je vous invite à répondre quand elles apparaissent. Également, si vous avez des questions, vous voyez, on a deux petites fenêtres ici. Donc, questions pour les animateurs, conversion publique également. Évidemment, bon, tentez de l'utiliser seulement pour les questions, ne pas trop écrire. En général, il n'y a pas trop de problème avec ça tout de même. Donc voilà, moi, je m'appelle Gabriel Marin, je suis tuteur et animateur au Centre d'aide à la réussite, également étudiant ici au Cégep Limoilou en tourisme. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, également, c'est un atelier qui a été conçu par Lucie McCarthy, qui est psychologue ici au Cégep Limoilou, particulièrement au campus de Charlebourg. Donc, c'est son contenu à elle qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en gros, on va avoir trois grands thèmes ici durant l'atelier. D'abord, on parle de gestion du temps. On va également parler de planification, parce qu'il y a nécessairement on a beaucoup de choses à faire dans une semaine, dans notre session, pour savoir quand est-ce qu'on met quoi. On va également parler de l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil, c'est une partie qu'on a coupée, donc je t'en parle un petit peu partout durant l'atelier. Donc, si jamais vous avez des questions ou c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez toujours poser des questions à la fin ou durant l'atelier. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, ça, on a une petite mise en situation, comme vous pouvez voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la lire et je vais vous inviter à répondre. Il y a quelques petites suggestions sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer son cas. Ici, bon, vous n'avez pas encore beaucoup d'outils, on vous en a pas beaucoup donné encore, mais vous avez pas de faire vos hypothèses, vos propositions, et je vais les commenter. Vous pourrez voir tout au long de l'atelier si oui ou non c'était la bonne chose à faire. Donc ici, on a Erika, qui est une étudiante de 20 ans. Donc, c'est une étudiante en technique en soins infirmiers. Elle est en première année. Elle a 31 heures de cours par semaine. Vous pouvez voir aussi que la session dernière, donc à l'automne, elle a échoué 50% de ses cours. Elle travaille aussi 18 heures par semaine, donc c'est pour payer ses autos, ses sorties, des choses comme ça. Elle est aussi très engagée en son milieu, donc c'est une personne qui participe au journal étudiant, qui fait également du bénévolat potentiellement pour le cégep ou pour d'autres personnes. Il faut aussi savoir que c'est une personne qui étudie que le dimanche en après-midi, donc avant que sa semaine commence, puisqu'elle a des cours le lundi. Elle a tendance à donner la plupart de son étude à son cours préféré. Par contre, bon, ça va pas super bien. Elle est au bord de l'échec dans certains cours déjà et elle veut pas changer de programme ni laisser l'école. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous feriez pour essayer d'améliorer son cas? Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner? Parfait. Donc, on a déjà plusieurs réponses qui sont entrées. Donc, je vais en commenter quelques-unes. Donc, on voit déjà ici, bon, il y a toute une liste, je vais la publier. Voilà. Donc, c'est une personne qui dit que si elle sortait moins souvent, elle devrait travailler moins, potentiellement. Diminuer les heures de travail, peut-être. Bon, ici, ça dépend toujours de vos engagements. Vous avez peut-être remarqué durant l'atelier que chacun d'entre vous a des situations très différentes. Certaines personnes ont des familles, certaines sont des étudiants à temps partiel, à temps plein. Il peut aussi en avoir qui, bon, des obligations dans toutes sortes d'autres choses. On a des implications également hors du collège. Donc, c'est pour ça que durant l'atelier, on va aussi vous inviter à prendre les outils qui vous intéressent le plus. Donc, certains outils peuvent convenir davantage à certaines personnes, d'autres à moins. Évidemment, bon, certains conseils, certaines adaptations que vous pouvez faire à votre horaire vont être bonnes pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça va être impossible. Ce sera à vous de juger là-dessus. Donc, il y a aussi d'autres choses que vous avez proposées à Erika ici. Vous travaillez pas plus que 15 heures semaine, intéressant. C'est plus dans ses études. Une personne qui dit qu'elle devrait dédier plus de pourcentage à d'autres cours que son cours préféré. Effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Je commente davantage sur ça plus tard dans l'atelier. Laissez de côté les sorties du samedi et du dimanche, prioriser les études, d'accord, on va commencer ça tout à l'heure. Évidemment, il faut quand même garder un moment pour avoir une vie sociale. Nécessairement, si vous faites juste étudier toute la session, ça va être plus difficile, mais effectivement, on parle de priorité ici. C'était très intéressant. Quelqu'un nous dit ici ne pas continuer à s'impliquer autant au cégep afin d'avoir plus de temps ou simplement travailler moins. Potentiellement quelque chose qui pourrait être fait. Par contre, il faut faire attention ici parce que parfois l'implication, c'est aussi un grand moteur de motivation. Donc, si vous êtes motivé, vous allez avoir tendance motivé, bon, nécessairement, vous avez des meilleurs résultats, vous avez tendance à étudier plus, ça va être plus facile. Donc, parfois, d'être impliqué, ça permet d'avoir un certain sentiment d'appartenance, aussi d'avoir une gratification. Donc, c'est quelque chose qui peut être un moteur de motivation, comme je le disais ici. Sinon, voilà, la planification qu'on parle aussi, choses comme ça. Donc, des réponses très intéressantes. Vous allez pouvoir voir durant l'atelier, je vais confirmer ou non si vous avez eu les bonnes réponses.
Donc, on va continuer l'atelier. Parfait. Donc, je vais revenir à la fin de la mise en situation et on pourra commenter davantage sur les outils que je vais vous avoir donnés. Donc, quelques d'autres questions qu'on peut vous poser ici. Donc, nécessairement, pour pouvoir savoir quels outils vont être les plus utiles, il faut aussi que vous vous connaissiez. Ici, on a quelques questions qu'on vous pose. Donc, quelques-unes sur lesquelles on va se concentrer. D'abord, on va passer la première parce que c'est des choses qui sont plus personnelles. Nécessairement, on est aussi à distance, donc on ne les partagera pas. C'est quelque chose que vous pouvez penser pour vous-même aussi pour pouvoir vous fixer des buts. Donc, on vous dit, c'est nommer les principaux objectifs de vie dans la prochaine année. C'est quelque chose que je vous laisse faire individuellement. Sinon, la deuxième question qu'on a ici, c'est nommer vos excuses habituelles pour reporter à plus tard. C'est quelque chose qu'on a presque tous, que je vais compter aussi plus tard dans l'atelier. Donc, une de ces questions devrait apparaître sous peu à l'écran. Voilà. Donc, je vous laisse y penser pendant encore quelques minutes. En fait, quand on parle ici de raisons habituelles de remettre à plus tard, c'est que probablement que parfois, quand vous voulez étudier, vous allez dire, bon, j'ai un travail à faire à remettre dans quelques jours, vous voudriez le faire en ce moment, on va souvent se trouver d'autres raisons à faire. D'autres raisons de choses à faire, en fait. Donc, je vous laisse y penser. Pour certaines personnes, ils vont se dire, bon, ben, j'ai encore le temps, des choses comme ça. Donc, je vous laisse y penser. Chacun a les siennes, c'est toujours un petit peu différent. Vous allez voir que certaines vont revenir en particulier. Parfait. Donc, on va commenter rapidement. Donc, certaines choses qui sont sorties très très souvent, c'est le j'ai le temps. Effectivement, c'est quelque chose que la plupart des gens vont se dire, donc c'est pourquoi la planification est aussi importante. Vous allez voir qu'on va vous donner des grilles tout à l'heure que vous allez pouvoir remplir pour pouvoir voir venir finalement les travaux, les échéances qui arrivent, que ce soit pour l'étude, les examens, donc, ou que ce soit les travaux longs que vous avez à remettre. Le fameux j'ai le temps, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est très généralisé. Souvent, c'est de se trouver des stratégies pour pouvoir faire ce qu'on a à faire maintenant. J'en parle nécessairement un petit peu plus tard aussi là-dessus. Quelque chose que vous allez voir qui tendance à revenir, on fait ah, c'est pas grave, j'ai encore du temps, je peux le faire demain. Donc, pourquoi on remet toujours à demain? Il y a des raisons pour ça. Je vous en parle plus tôt. Il y a une personne qui a écrit ici, on est plus motivé à travailler la veille. Effectivement, la pression est beaucoup plus là. Par contre, c'est pas nécessairement sain de le faire. Je commente aussi un petit peu plus là-dessus durant l'atelier. Voyons voir. Ce sont des efforts aussi qui ont mieux à faire. Donc, parfois, la motivation n'y est pas, effectivement. Voilà. Sinon, voilà, souvent, il y a aussi les loisirs qui peuvent se mettre là-dedans. On préfère nécessairement probablement voir nos amis ou jouer à un jeu de société, des choses comme ça, que faire le travail. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Donc, une chose qui est importante ici, pourquoi on vous pose cette question-là, c'est tout simplement pour que vous en rendiez compte. Donc, c'est pour essayer d'éviter que ça devienne un réflexe. Donc, quand vous avez une raison qui vous fait remettre à plus tard, quand vous voyez que, oh, je devrais étudier, mais j'ai tendance à vouloir le faire plus tard, de le remarquer. C'est déjà un premier pas pour essayer de détruire ce cercle vicieux-là, de remettre à plus tard et à plus tard sans cesse. Donc, le simple fait de le remarquer peut faire une différence. Et là, on a parlé rapidement comme ça des raisons qui vous poussent à remettre à plus tard, mais nécessairement, je vais aussi vous demander rapidement d'essayer de trouver des solutions concrètes qui vous empêcheraient, donc qui feraient cesser de remettre à plus tard quand ça vous arrive. Donc, vous devez fixer un moment pour étudier ou pour travailler sur un travail et vous voulez remettre à plus tard, comment vous pourriez essayer de contrer ça? Donc, la question va apparaître à l'écran. Voilà. Encore une fois, une réponse rapide. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour ça et ensuite, on continue. Parfait. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, je vous laisse toujours le faire. Je vais commencer à commenter tout de suite. Donc, on a une réponse qui est déjà très intéressante au début. Donc, la personne dit ici, revoir nos priorités, faire le plus important en premier et non le plus facile. Ça touche à un sujet qu'on va parler aussi plus tard dans l'atelier, vous allez voir, de comment planifier son étude. Chose très intéressante, ça dépend, vous allez voir pourquoi. Sinon, on a plusieurs personnes qui nous parlent qu'il faut se faire un horaire de travail, qu'on parle aussi de priorité, qui est aussi un mot très important, un mot-clé ici pour savoir bien gérer son temps. J'ai quelqu'un ici qui parle des amis pour qu'ils vous convainquent d'étudier. Bonne idée. Si une personne préfère étudier avec des amis, ici, il faut faire attention nécessairement. Si vous savez que vous avez des amis motivés, que vous allez vraiment étudier ensemble, chose que vous pouvez faire. Si vous savez que vous allez niaiser ou peut-être vous divertir autrement, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous connaissez votre monde pour ça. Sinon, on a plein de choses très intéressantes, les plans de travail, voilà. Donc, on va vous en donner, on va vous en fournir aussi des horaires ici, à être organisés à l'avance, des choses comme ça. Très intéressant. Parfait. Donc, une dernière question que je vais vous poser maintenant, et une qui est très importante.
Pour savoir bien étudier et pouvoir mieux rentabiliser votre temps, il faut aussi que vous vous connaissiez sur le plan du meilleur moment que vous avez pour étudier. Est-ce que vous êtes une personne qui préfère étudier le matin, le soir, l'après-midi? Certaines personnes, des fois, même aussi disent la nuit. Donc, à votre avis, c'est quel le meilleur moment pour étudier? Ça peut être votre opinion personnelle ou selon des faits que vous connaissez. La question apparaît à l'écran, la dernière avant qu'on poursuive. Super. Donc, vous pouvez peut-être ici à l'écran que certaines personnes ont répondu. Il y a des réponses très, très différentes. On a des personnes qui disent dans le jour au cégep, d'autres personnes qui vont dire le soir, donc qui est aussi très important. Des personnes qui disent le jour chez eux, aussi le matin, qu'il y a plus de personnes qui ont répondu. Et des personnes ici, vous allez voir, ils ont même répondu la nuit. En fait, ici, ce qui est important de savoir, c'est que il y a personne ici qui a tort, mais en même temps, c'est pas nécessairement toutes les réponses qui sont bonnes. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est tout simple. C'est que ça dépend de vous. Certaines personnes vont être naturellement plus matinales, vont trouver qu'ils sont plus efficaces, plus proactifs le matin, donc vous pourrez l'après-midi ou même le soir. Nécessairement, ça dépend de votre horaire. Si vous avez un horaire qui est très concentré le matin, probablement que vous n'aurez tout simplement pas le temps d'étudier en matinée. Ça va être plus facile à faire l'après-midi. Mais c'est de vous connaître, en fait. Si vous ne savez pas à quel moment vous êtes le plus efficace, vous pouvez l'essayer. Des fois, vous pouvez essayer de travailler le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir. Vous allez voir c'est quand que vous avez tendance à être plus productif, nécessairement. Ici, dans le test, on vous parle aussi dans le jour au cégep. Souvent, les personnes, ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils aiment avoir des trous entre leurs cours. Plutôt qu'aller voir leurs amis, ils vont aller à la bibliothèque pour étudier. Vous allez voir la bibliothèque sur les deux campus ici au Cégep Limoilou. Il y a des très très bons endroits pour étudier, c'est silencieux. Vous pouvez me dire aussi la musique, on va en parler un petit peu plus tard si c'est bon ou non. Vous avez toutes sortes de ressources à votre disposition. Vous pouvez les utiliser. Vous allez voir aussi que certaines personnes ici ont écrit la nuit. Et c'est surprenant. Bon, avant, les premières personnes qui avaient dit ça, quand les premières fois que je donnais l'atelier, ça avait surpris. J'étais comme, oh, ben, la nuit, pourtant, on est supposé dormir. Mais certaines personnes, parfois, ont des obligations. Donc, j'ai déjà une étudiante qui m'avait dit, bon, ben, je voudrais bien étudier la journée, mais j'ai des enfants, j'ai un travail, donc j'ai vraiment aucun moyen d'avoir la paix, d'être calme tant que c'est pas la nuit. Donc, cette personne-là préférait étudier de soir, donc peut-être entre 21h et même minuit. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est peut-être le mieux à faire. Évidemment, on tente d'éviter d'étudier la nuit en général parce que c'est un moment qu'on préfère garder pour le sommeil, mais dans certains cas, évidemment, c'est la seule chose qui est possible. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître les meilleurs moments dans lesquels vous étudiez et tenter de les mettre à profit. Donc, si vous savez que le matin, vous avez tendance à être plus efficace, après un café ou quelque chose comme ça, tentez d'étudier le matin. Si vous croyez que c'est le soir que vous avez tendance à être plus productif, tentez aussi de mettre vos moments pour l'étude le soir. Donc, c'est juste des choses comme ça pour vous guider quand vous allez faire votre planification, vous dire c'est quand que j'étudie mieux et à quel point c'est possible d'étudier à ce moment-là. Donc voilà, c'est à vous de vous connaître ici, de choisir. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi d'essayer un autre moment dans la journée. Ça peut être la réponse ici. Donc, sur ce, on va continuer avec le contenu. Donc, la procrastination ici, c'est le premier thème qu'on va traiter. C'est quelque chose que beaucoup d'étudiants connaissent. C'est un petit graphique en anglais qui dit que souvent, bon, tout le temps qu'on passe à penser à l'étudier, à stresser là-dessus, même à planifier, finalement, le taux auquel on étudie est quand même assez faible. Donc, on va vous donner quelques trucs. En fait, pour ceux qui ne savent pas la procrastination, ce que c'est seulement ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, c'est le fait de remettre inutilement à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui touche tous les étudiants à certains niveaux. Certaines personnes ont plus de difficultés avec ça que d'autres. Ici, en fait, je souligne, vous voyez dans le PowerPoint, il est écrit inutilement, c'est en rouge. En fait, c'est tout simple. C'est que si jamais vous avez décidé d'étudier à un certain moment et que vous avez une bonne raison de remettre à plus tard, par exemple, un de vos proches a fait un accident sur la route, nécessairement, si votre mère vous appelle et vous dit « Oh mon Dieu, viens m'aider, je viens de faire un accident », vous allez probablement voler à son secours et non lui dire « Désolé, je dois étudier ». Donc, c'est de reconnaître quand c'est inutilement que vous remettez à plus tard. Faire attention de ne pas justifier toutes vos raisons en disant que c'est effectivement utile. Juste, on regarde un petit peu plus bas ici, on dit que certaines excuses, ça peut être par exemple de vouloir faire le ménage. Souvent, bon, vous pouvez étudier avant, ça peut être plus important. C'est là que les priorités reviennent en compte. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Comme je vous disais, reconnaître quand vous remettez inutilement plus tard peut être un outil pour commencer à contrer le cercle vicieux de la procrastination. Donc, en fait, quand est-ce que la procrastination a lieu? La plupart du temps, c'est qu'on est confronté, comme il est écrit ici, à des tâches qu'on considère ennuyeuses, désagréables ou même difficiles. C'est possible de bien aimer faire ses devoirs, d'aimer le programme dans lequel on est, mais si c'est difficile, parfois on a tendance à vouloir faire autre chose.
Vous avez nommé des excuses tout à l'heure, comme je vous disais, ça peut être que vous n'êtes pas assez en forme, vous préférez être plus apte à le faire. C'est de savoir reconnaître le moment quand vous allez vraiment être apte. Souvent, on se dit ça et on ne se sent jamais assez en forme. Sinon, comme le fameux j'ai le temps, faire attention. Si une personne va vouloir faire ça la fin de semaine, c'est pas nécessairement non plus une bonne idée. Il y a aussi les trop tard pour commencer de toute façon. Parfois, c'est les gens qui en arrivent à la veille à faire un travail long. Il va leur rester seulement quelques heures, ils vont se dire, bon, ben, de toute façon, j'aurai pas une bonne note, donc je le ferai pas. Faire attention à ça. Donc, comme je vous disais, c'est de reconnaître. C'est ce qui va vous aider. Il y a plusieurs causes derrière ça. En fait, ce que vous devez faire attention, c'est que la procrastination, au final, ça peut vous prendre plus d'énergie, ça va vous faire vous sentir coupable également, ça va vous stresser presque davantage que si vous faites vos devoirs. Donc souvent, vous allez prendre de l'énergie à y penser, à vous sentir coupable, et finalement, c'est l'énergie que vous auriez pu mettre à faire votre étude, à faire vos travaux longs, ou des choses comme ça. Donc, c'est important de la briser si vous voulez mieux gérer votre temps au final. Il y a différents comportements, différentes causes psychologiques qui sont derrière la procrastination. On ne les verra pas en détail aujourd'hui, tout simplement parce que gestion du temps, le temps file, n'est-ce pas? Donc, on va passer tout de suite à la suite. Quelques petits trucs pour briser le cycle de la remise à plus tard. Vous voyez ici, on en a plusieurs. Moi, j'ai tendance à mettre les quatre que vous voyez, les quatre premiers que vous voyez à l'écran ensemble. Donc, quelques trucs que vous pouvez utiliser. Comme je vous disais, à vous de choisir ceux qui fonctionnent le mieux pour vous. Je vous invite à les essayer. D'abord, certaines personnes vont faire une liste. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont noter dans une liste, parfois même une checklist avec des petits carrés que vous pouvez cocher. Ils vont noter tout ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est ça pour l'étude, même pour un travail long, ça peut se faire à différents niveaux. Tout ce qu'ils ont à faire dans une journée. Donc, ils vont se donner des buts et vont tenter de cocher les choses qui sont faites une à la fois. C'est ce que vous pouvez faire. Donc, c'est les écrire, de savoir jusqu'à quel point vous voulez vous avancer là-dedans. Si vous avez un travail long, par exemple, vous voulez vous rendre jusqu'à où dans son avancement. C'est quelque chose que vous pouvez également écrire sur votre liste. Nécessairement, aussi, on a le point 2 qui est apprivoiser la tâche. Ici, on parle autant pour l'étude que pour les travaux longs, mais je vous donne un exemple avec un travail long. Souvent, quand vous allez avoir un travail long, que ce soit en littérature, en philosophie ou dans un cours de technique ou de pré-universitaire, on va vous donner une feuille de consigne. Donc souvent, les personnes qui vont avoir tendance à faire, c'est en tant qu'étudiant, on remet déjà plus tard dès qu'on la reçoit. Donc on reçoit la feuille de consigne, les professeurs la voient rapidement, et on a tendance à la mettre de côté déjà, et à se dire, bon, je vais regarder ça un petit peu plus tard. Un petit truc, si vous voulez contrer la remise à plus tard, c'est de tout de suite commencer à lire. Donc parfois, le simple fait de lire les consignes, même de commencer une recherche tout simplement en survol sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche que vous connaissez, ça vous permet de commencer votre processus de création. Donc de commencer à penser, d'avoir déjà le matériel, donc de ne pas être effrayé par la tâche plus tard. Parce que parfois, c'est aussi une raison pourquoi on remet à plus tard, c'est que on a un petit peu peur de la tâche. On se dit, bon, mais il me reste peu de temps. J'ai encore aucune idée de l'ampleur de ce que je dois faire, de combien de temps je dois mettre sur chacune des tâches. Donc, déjà, de commencer à vous familiariser à ce que vous devez faire, ça peut être un très bon moyen de commencer et de ne plus avoir peur de la tâche, de la trouver moins désagréable, de la trouver moins difficile. Et ça va être beaucoup plus facile de vous y mettre, de trouver un moyen de vous asseoir et de la faire. Ça risque de couler beaucoup plus facilement quand vous allez devoir rédiger, par exemple. Sinon, le point 3, on vous dit ici de faire des percées dans la tâche. Et bien nécessairement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand j'avais vu quelques réponses apparaître quand on parlait d'Erika au tout début. Souvent, c'est de tenter de ne pas faire tout en un bloc. Parce que quand on a des heures et des heures d'études à faire l'une à la suite de l'autre, nécessairement, c'est très décourageant. Si on revient encore à ce que je disais plus tard, c'est quand on est devant des tâches désagréables ou difficiles. Donc, si on a des blocs de 5 ou 5, 10, 15 heures d'études à faire, nécessairement, c'est très impressionnant et ça ne tentera pas de nous y mettre. Donc, souvent, de faire des personnes à la tâche, donc on a une tâche longue ou de l'étude à faire sur un certain, par exemple, 2 ou 3 semaines avant un examen, et bien d'y mettre seulement 15 à 20 minutes par jour, ça peut être quelque chose qui va être très rentable à la fin. Donc, si par exemple, vous avez quelque chose à faire que c'est 3 heures, si vous mettez 20 minutes par jour, ça va vous prendre tout simplement une semaine ou peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, dépendamment de ce que vous mettez, à le faire. Donc, c'est beaucoup moins exigeant que si vous le faites d'un seul coup. Également, ça revient à mettre les choses en petites étapes. Si vous faites une liste, si vous décomposez aussi une grande tâche en petites étapes, ce qui vous ramène au point 4, vous allez voir que vous allez avoir une progression. Donc, vous allez pouvoir cocher sur votre liste si vous en avez fait une. Et également, vous allez vous sentir fier quand vous allez avoir enfin réussi à passer à travers, par exemple, l'introduction ou le développement d'une rédaction que vous aviez à faire. Donc, vous allez voir votre travail avancer et à chaque fois, vous allez avoir de moins en moins de travail
qui va vous rester à faire et ça va être beaucoup plus facile de vous y mettre. Vous allez avoir tendance à vouloir vous dire, oh ben, je vais en finir ou ah, j'ai le temps, tiens, je pourrais terminer ma conclusion. Donc, de voir cette progression-là, souvent, ça va être un facteur de motivation. Ça va vous tenter de vous y remettre beaucoup plus facilement. La tâche va être également moins intimidante, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui finalement va être gratifiant. Vous allez vous sentir récompensé. Ça nous mène au point 5 justement. Donc, quand vous avez fait votre 15 à 20 minutes dans une tâche, ou si vous avez plusieurs 15 à 20 minutes que vous enfilez dans plusieurs cours, eh bien à la fin, n'hésitez pas à vous récompenser. Ce que je parlais un petit peu plus tôt, certaines personnes vont se dire, bon, mais il faut prioriser les études. Effectivement, mais il faut aussi penser à soi, tout simplement pour pouvoir garder notre motivation assez élevée pour continuer. Donc, si vous pouvez, après avoir fait votre étude, vous pouvez sortir avec vos amis, vous pouvez avoir un film, vous acheter quelque chose qui va vous gâter. C'est à vous de voir. En fait, c'est aussi de faire la gratification inversée. Donc, la procrastination inversée également, on peut la voir comme ça. Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt que de remettre à plus tard et de vous récompenser avant d'avoir étudié, donc vous dire par exemple, ah ben, je préfère sortir avec mes amis qu'étudier, eh bien, étudier et ensuite sortir avec vos amis. À force, vous allez prendre une certaine routine, vous allez commencer à faire ça davantage, et c'est quelque chose qui va faire un cycle qui va être beaucoup plus bénéfique à vos études au final. Donc, chose qui est à faire, donc ne pas vous oublier nécessairement. Et enfin, on a le dernier point, et ça là-dessus, je ne peux pas insister davantage, chasser les sources de distraction. Donc, trop souvent, en tant qu'étudiant, moi-même, je le faisais encore il n'y a pas si longtemps que ça, on a tendance à faire notre étude ou à faire une rédaction tout simplement dans notre téléphone cellulaire, qui revient très souvent d'ailleurs, nos courriels ou les réseaux sociaux, donc qui sont tout proches pendant qu'on étudie. Je pense par exemple si on a un travail long à faire, que ce soit un essai, que ce soit une présentation orale à présenter, c'est très facile de préparer un PowerPoint sur notre ordinateur et d'avoir juste à côté une petite fenêtre Facebook d'ouverte pour pouvoir regarder ce qui se passe, pour pouvoir discuter avec les amis. Donc c'est quelque chose à éviter. C'est quelque chose que, comme je vous dis, je ne peux pas insister davantage là-dessus. Tentez de le fermer. Gardez ce temps-là que vous mettez au téléphone ou aux réseaux sociaux d'un côté et mettez votre étude et votre travail de l'autre. Donc, lorsque vous étudiez, lorsque vous préparez un travail long, lorsque vous vous impliquez dans vos études, tentez de garder vraiment un temps seulement pour ça. Évitez les sources de distraction. Parce que c'est très facile, par exemple, de commencer à travailler et à chaque 2 ou 3 minutes répondre tout simplement à un texto ou à un message Facebook. Et ça nous prend presque 1 minute à l'écrire et finalement, ça fait 1 heure qu'on a notre étude. On se dit, ouf, ça fait 1 heure que j'étudie, je vais aller faire autre chose. Mais au final, là-dedans, peut-être que vous avez seulement 15 minutes que vous avez vraiment passé à penser à votre travail ou à progresser dans une tâche que vous aviez à faire. Donc, c'est d'autant plus important de mettre votre téléphone ou vos autres sources de distraction de côté pour pouvoir vraiment avoir une heure productive et une séance d'études qui va vous mener vraiment quelque chose à la fin que vous allez vous en souvenir. Donc voilà, c'est le point 5. C'est quelques moyens pour chasser la procrastination que vous pouvez utiliser. Si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, eh bien, vous allez voir à la toute fin, là, on va vous fournir les documents et un petit aide-mémoire qui va vous aider à vous souvenir de ce que vous avez vu durant l'atelier. Donc, pas de crainte là-dessus. Donc, prochaine activité, je vous donne un exemple de ici une feuille de consigne qu'un professeur aurait pu vous fournir dans le cadre d'un cours. Donc ici, on a la gestion du temps, donc le monsieur fictif qui est l'enseignant. Donc, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il vous donne quelques tâches. Donc, on a une introduction qui vous dit que vous avez un travail à faire qui vise à vous aider à mieux gérer votre temps et vos priorités. Donc, ce travail sera divisé en 3 parties. Donc, déjà, ici, on a quelque chose qu'on pourrait potentiellement noter, potentiellement des étapes. Donc, les tâches. On vous dit que dans un premier temps, vous allez être tenu de lire une œuvre que parfois est vue en philosophie dans son intégralité et de noter votre lecture avec tout commentaire que vous jugez pertinent sur la manière dont les personnages évoluent dans le temps et les tâches qu'ils accomplissent. Ensuite, relevez dans l'œuvre 5 situations dans lesquelles le personnage semble éprouver de la difficulté dans la gestion du temps. Expliquez vos réponses en argumentant. Et là, enfin, on vous dit dans le dernier paragraphe, rédigez enfin un texte suivi dans un français impeccable, dans lequel vous annoncerez chacun des arguments et des situations formulées précédemment pour soutenir vos dires. Et là, on vous demande enfin, le classique, ajouter des références de l'œuvre et fournir une bibliographie complète. Donc ici, on a plein de tâches à faire. Ma question ici, et elle va apparaître à l'écran dans pas très longtemps, comment vous, personnellement, vous diviseriez le travail ici? Donc, je vous invite à diviser le travail que vous voyez à l'écran en différentes étapes. Et je vais commenter dans pas très longtemps vos différentes divisions.
Donc, il peut y avoir, certaines personnes vont diviser ça en 3 étapes, certaines personnes vont le faire en presque 10. C'est à vous de voir, je vous laisse écrire. Excellent. Donc, ceux qui n'ont pas encore répondu, je vais quand même faire un petit retour, inquiétez-vous pas, dans la prochaine diapositive. Donc, je peux très rapidement diffuser les résultats. Comme vous pouvez voir ici, tout le monde a fait des réponses différentes, donc on a divisé différemment. Quelque chose qui est très important à voir aussi, c'est que certaines personnes vont avoir mis des étapes ensemble, donc vont avoir moins d'étapes. Donc, vont avoir divisé tout ça en étapes très différentes. Ça dépend de vos stratégies, de vos méthodes de travail ici. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus efficace et comment vous aimez travailler. Personnellement, et là, c'est pas une réponse qui est absolument universellement bonne, comment j'avais divisé le travail ici, bon, personnellement, ce que j'aimais bien faire, c'est de noter tout en lisant. Je trouvais que c'était quelque chose qui était facile à faire. Ça dépend de vous. Certaines personnes vont faire une relecture du livre ou un survol ensuite pour prendre les annotations. En fait, la première étape que j'avais choisie, comme vous pouvez le voir, et là, bon, mes talents en Paint se sont améliorés depuis probablement. Mais on vous dit ici, lire l'œuvre Le Banquet tout en annotant. Ça serait une première étape. Ensuite, étape 2. Et là, ça pourrait être, comme vous voyez ici, quand on regarde dans les autres critères tout en bas, on dit que le travail sera à remettre le 29 mars à 18 h. Et on a dû le recevoir, disons, vers peut-être le 8 mars, quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être une seule étape. Annoter et lire l'œuvre. Nécessairement, c'est quelque chose qui peut prendre plus de temps. Donc, disons, si on se donne une semaine et on se donne à peu près 1 ou 2 heures de lecture par jour, exemple, si on se donne 1 heure, eh bien, on a 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Quelque chose qui se fait bien. Donc, ça peut être quelque chose que vous faites durant l'autobus, par exemple, de lire. Ça peut être avant d'aller se coucher, des choses comme ça. Ça va quand même très, très bien si on commence dès le début à lire. En 1 semaine ou 2, vous devriez avoir terminé. C'est une étape qui peut être un petit peu plus longue, nécessairement. Ensuite, on dit relever dans l'œuvre 5 situations dans lesquelles un personnage semble éprouver de la difficulté de la gestion de son temps. Donc, relever, en fait, c'était tout simplement de prendre un papier. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, même peut-être une demi-heure, pas plus que ça, pour relever dans l'œuvre les 5 situations. Vous les écrivez, vous expliquez un petit peu. Ça peut être une autre étape ensuite. Et vous argumentez avec des mots-clés, par exemple. Enfin, vous pouvez rédiger le texte. Donc, ce serait une étape, là j'ai écrit 4+, parce qu'on dit dans un français impeccable. Moi, personnellement, j'aime bien aussi essayer de trouver mes fautes alors que j'écris. Certaines personnes préféraient faire ça à la fin complètement avec antidote ou même avec une troisième ou quatrième lecture à la toute fin. Ça dépend de vos stratégies encore et de vos forces et faiblesses. Dans lequel on énonce chacun des arguments, etc. Donc ça pourrait être quelque chose qui est un petit peu plus long à faire. Ensuite, on a ajouté les références. Ça pourrait être une étape 5 et ensuite la 6e. Certaines personnes vont avoir presque 10 étapes, comme je disais, certaines personnes vont en avoir moins. Ça dépend de vos stratégies de travail. Donc, on commente un petit peu ce que j'avais dit ici. Donc, les annotés, on pourrait se donner par exemple une semaine environ, donc du 8 au 6 mars. Et là, je me souviens plus exactement, j'ai jamais lu cette œuvre-là, donc je peux pas vous dire à quel point elle est longue. Donc, on va y aller avec l'imaginaire ici. Donc, exemple, si on se disait du 8 au 15 mars, environ 60 minutes par jour, comme je vous disais tout à l'heure, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, quelque chose qui se fait quand même relativement bien. C'est pas très long. Vous pouvez rester concentré pendant ce temps-là. 60 minutes par jour. Donc, c'est une étape qui prend un certain temps, comme vous pouvez le voir juste ici, là. Environ une semaine. Ensuite, on saute à l'étape 2. Donc, on a relevé les 5 situations. Donc, ici, j'avais écrit le 16 mars à 19 h, par exemple. C'est pas nécessairement à cette heure-là que vous l'auriez fait. On se donne à peu près 20 minutes. Donc, je les relève, j'écris exemple situation 1, il s'est passé telle chose, situation 2, c'est passé autre chose. Et là, je commence à penser aux arguments. Rien de plus, je les écris pas encore. Donc, je peux être dans l'autobus sur le chemin du retour du cégep et y penser. Voilà. Donc, le lendemain, le 17 mars, encore à 19 h, je me donne 30 minutes. J'écris les mots-clés pour l'argumentation. Donc, l'explication des réponses. Pas plus que ça, je fais mes 30 minutes, je laisse ça comme ça, c'est terminé. Et là, on arrive dans l'étape 4, qui est un petit peu plus longue, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs jours. Donc, moi, personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais, le 19 mars, je me serais donné environ 30 minutes pour penser à mon introduction. J'ai dit mon introduction, c'est fait, je laisse ça là, je peux passer à quelque chose que j'ai de prévu dans un autre cours ou peu importe, préparer à manger, des choses comme ça. Ensuite, le 20 et le 21 mars, et là, je me donne 2 jours, 60 minutes 2 fois, c'est un petit peu plus long, j'écris mon développement. Voilà, ça prend 2 jours, 60 minutes 2 fois. Vous voyez, tout ça, si on met tout ça ensemble dès le départ, on a pour plusieurs heures. Donc, si on avait fait ça la veille, juste la lecture du travail et la pensée aux arguments et tout, ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Ensuite, on peut passer le 23 mars, la conclusion. 15 minutes, une petite correction de 30 minutes pour mes fautes à la toute fin. Voilà, en 45 minutes, j'ai presque terminé. Et vous voyez ici, bon, on est quand même rendu au 23 mars. La remise, si on retourne à la diapositive ensuite, c'était le 29 mars.
Donc, le 23 mars, on a déjà terminé notre texte ici. Là. Il nous reste juste la bibliographie à faire. Donc, ensuite, les références dans le texte. Je les écris le 24 mars. Ça me prend environ 10 minutes, par exemple. Bon, ici, j'avoue que ça peut être un petit peu plus long. Ça dépend toujours de la tâche qui est demandée. Et enfin, étape 6, bon, je rédige ma bibliographie. Je me donne 15 minutes pour ça. Et c'est fait. Donc, vous voyez ici, on est amené le 25 mars. Et la remise était le 29. Donc, en fait, ici, ça nous donne une petite latitude, comme si jamais on a un imprévu qui se passe, donc on perd notre travail au complet, il faut qu'on recommence à zéro, et bien on a déjà quelques jours pour pouvoir se remettre de ça, recommencer ou bon, essayer de sauver notre travail d'une autre manière ou trouver un arrangement avec notre enseignant. On a aussi du temps pour en parler avec d'autres personnes ou réviser, avoir du temps pour corriger nos fautes si on se rend compte qu'on en a plus tard. Aussi du temps pour aller parler aux enseignants, avoir parfois une pré-correction, avoir leur avis avant la correction finale. Donc, tout ça, ça nous donne une certaine latitude pour pouvoir s'en sortir si jamais on a un problème. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu si on l'avait fait la veille de la remise. Donc, vous voyez tout ça, ça fait un bloc de beaucoup d'heures qui aurait été mis, ça avait été fait la veille ou 2 jours avant. Tandis qu'ici, si on le fait dès le départ, c'est quelque chose qui nous donne, bon, à coup de 20 minutes, 30 minutes par jour, c'est pas nécessairement beaucoup ici, là. Donc, vous voyez, de diviser ça en plusieurs étapes, de s'y mettre dès le début, plutôt que la veille, de faire ça tranquillement, c'est quelque chose qui peut s'avérer beaucoup plus bénéfique à la fin, qui est quelque chose qui va vous donner, bon, qui va vous récompenser beaucoup plus, tant dans votre niveau de stress, que probablement la note que vous allez obtenir à la toute fin. Donc, c'est ce que je vous invite à essayer. Donc ensuite, on est bon, si on parle de glouton de temps, c'est de faire attention justement, choses à laquelle on passe beaucoup de temps sans s'en rendre compte, Facebook, YouTube, Netflix, choses qui se passent vers lesquelles on a tendance à aller, qui nous prennent beaucoup de temps sans qu'on s'en rende compte. Pensons nécessairement à ceux qui aiment les séries, vont écouter une première série de 30 minutes et ensuite ils vont pouvoir écouter la suite 30 autres minutes et déjà comme ça, le temps passe très rapidement. Donc, faire attention à ça pour pas que ça embarque sur votre temps d'étude. Évidemment, c'est d'identifier encore une fois, comme avec la remise à plus tard, c'est de vous en rendre compte quand vous avez quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et que ça soit très rentable. Et tenter, bon, pas nécessairement de l'éliminer de votre vie, parce que vous allez quand même y retourner malgré tout. On vit dans une ère technologique, là, donc si vous tentez de tout simplement retirer Facebook ou votre cellulaire de votre vie, probablement que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc, comme je vous disais, la meilleure chose à faire, c'est de vous garder un temps différent pour ça et de mettre vos études dans un temps qui va être vraiment distinct. Voilà. Donc, ça, on embarque du côté qui est plus horaire et gestion du temps. Donc, on vous donne quelques outils plus concrets, donc plus matériels pour pouvoir gérer votre temps. Donc, on a ici l'horaire hebdomadaire et l'horaire semestriel, qui sont deux outils que vous pouvez potentiellement utiliser. Donc, le premier est l'horaire hebdomadaire. Vous allez vous rendre compte que ça ressemble beaucoup à quelque chose que vous connaissez déjà et que vous avez probablement encore dans votre possession, en tout cas, je l'espère, qui est votre agenda. Donc, qui est aussi enfin un horaire hebdomadaire. Donc, chaque fois que vous tournez les pages, vous avez une semaine au complet qui s'affiche devant vous. Ce qui est bien avec l'horaire hebdomadaire, ici, ses grandes forces, c'est que vous avez des heures et vous pouvez noter à quelle heure vous voulez faire quoi. Donc, dépendamment de la journée, évidemment. Certaines personnes qui sont plus structurées vont beaucoup aimer cet horaire-là, tout simplement parce que ça va leur permettre de visualiser à quelle heure ils doivent faire quoi, et en le rouvrant sans cesse, ils vont pouvoir se rappeler de, exemple, à 16h, bon, j'ai un rendez-vous avec telle personne, à 17h, j'aimerais ça souper, des choses comme ça. Évidemment, certaines personnes vont avoir plus de difficultés à suivre un horaire qui ressemble à ça, tout simplement parce que, bon, ils n'aiment pas ça être trop fixe. Dans ça, parfois, ce qui est bien, c'est de l'utiliser, de donner des à peu près à quelle heure on peut faire quoi. Donc, ça va vous aider à vous structurer ici, à vous donner une idée de qu'est-ce que vous devez faire, d'écrire tout ce que vous devez faire dans votre journée sans rien oublier, et de quand vous voulez le faire. L'avantage avec l'horaire hebdomadaire qui est sous ce format-là, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est qu'on peut facilement l'afficher sur notre bureau, sur notre frigo, sur notre porte de chambre aussi. Donc, de l'avoir beaucoup plus facilement sous les yeux que ce serait le cas avec l'agenda, qu'on doit toujours le rouvrir et tourner les pages, donc il est plus facile à oublier. Donc, c'est quelque chose qui va vous être disponible à la toute fin de l'atelier. Donc, vous allez l'avoir en format numérique. Ce sera libre à vous de l'imprimer si vous souhaitez l'utiliser. Voilà. L'autre outil que je vous propose ici, c'est ce qu'on appelle l'horaire semestriel. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, mais qui est aussi très utile pour voir arriver les échéances. Donc, si bon, là, le document que vous allez avoir commence à la semaine 1, vous allez voir, ici, on a seulement la deuxième partie de la session, donc tout ce qui se trouve après la semaine de lecture. Ça commence à la semaine 8, comme vous pouvez voir. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez écrire les titres de vos cours dans la première colonne, comme vous pouvez voir ici en bleu.
Et vous pouvez écrire selon la semaine quand est-ce que vous avez quoi à remettre. Donc, par exemple, si vous avez un cours quelconque, disons littérature, à la semaine 11, vous savez que vous avez un examen, eh bien, vous pouvez l'écrire ici et c'est beaucoup plus facile de l'avoir arrivé que dans votre agenda. L'agenda, vous devez, parfois, ce qui arrive, c'est que vous avez des petites surprises qui peuvent vous arriver de trouver. Par exemple, si 2 ou 3 semaines plus tôt, vous aviez écrit que vous avez un examen à la semaine 10, eh bien, ça peut arriver que vous arriviez vous terminez votre semaine 9 et vous tournez la page de votre semaine 10 et vous vous rendez compte que, oh, ma foi, dans 2 jours, j'ai un examen. Donc, quand vous avez l'horaire semestriel, eh bien, vous pouvez le voir arriver beaucoup plus tôt que ça sans avoir à tourner la page. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile aussi. Moi, personnellement, ce que je fais déjà, il y a la première semaine de cours. Déjà, j'étais juste toujours, à chacun de mes premiers cours, cet horaire-là d'ouvert et j'écris déjà toutes mes échéances que je sais. Parce que vous allez voir aussi que probablement, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, dans les plans de cours qui vous sont fournis par vos enseignants, souvent, ils vous fournissent également un calendrier avec les échéances. Bon, nécessairement, ils peuvent changer, là, et puis il y a toujours des adaptations qui peuvent se faire quand il y a des cours annulés ou comme hier, on a eu une tempête. Donc, ça peut bousculer un petit peu le calendrier. Mais en général, de toute façon, vous pouvez l'effacer sur votre horaire semestriel ici. Vous allez voir les choses arriver vraiment dès la première semaine. Vous pouvez savoir quand vous allez avoir quels examens environ, là. Donc, ça peut être très utile à remplir, comme je vous disais, pour savoir qu'est-ce qui arrive et finalement gérer vos priorités selon qu'est-ce qui arrive en premier et qu'est-ce qui arrive qui vaut le plus. Donc, quelque chose que vous pourrez utiliser également. Pour continuer, ici on a ce qu'on appelle l'auto-évaluation de l'usage du temps. Ça, c'est un outil qui est un petit peu différent, en fait, qu'on utilise 1 ou 2 fois seulement. C'est quelque chose qui peut vous aider à remettre un petit peu d'ordre dans tous les différents aspects de votre vie. Si on regarde ici, on a plusieurs catégories. Les incontournables, donc tout ce que vous avez en général pas le choix de faire pour finalement survivre, ou tout simplement des choses qui s'imposent à nous dans la vie de tous les jours. Donc, on a les périodes de cours, quelque chose qui est fixe. Vous allez voir ici, on a la troisième colonne ici, la première qui n'a rien d'écrit. On a écrit tout en haut, heures planifiées. Donc, si vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez 15 heures de cours par semaine, vous allez pouvoir l'écrire ici. Voilà. Emploi rémunéré, probablement que vous avez un nombre d'heures fixe par semaine. Temps de transport, quelque chose qu'on ne pense pas toujours, mais combien de temps ça vous prend à venir au cégep? Est-ce que ça vous prend 1 heure par jour ou est-ce que ça vous prend 2 ou 3 minutes à pied? Nécessairement, ça vous prend 1 heure par jour, et bien c'est du temps que vous pouvez pas mettre dans autre chose. Donc, c'est bien de le savoir et de s'en rendre compte. Les heures de repas, c'est important de manger si vous voulez toujours pouvoir venir au cégep jusqu'à la fin de la session. Sinon, ça risque de pas nécessairement bien aller. Donc, combien de temps est-ce que vous mettez à vos repas? Est-ce que vous prenez 10 minutes pour manger ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime bien socialiser pendant vos repas et vous vous donnez 1 heure par repas? C'est à vous de voir. Heure de sommeil. Ici, en fait, ce qu'on propose à la plupart des gens, dans les faits scientifiques, souvent ce qu'on dit, c'est que ça prend environ 8 heures de sommeil par jour. C'est une moyenne. Certaines personnes vont pouvoir très bien fonctionner avec 7, d'autres, comme moi, vont avoir besoin de 8,5, 9 pour pouvoir bien fonctionner. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vous donner un à peu près dans les heures planifiées. Les rendez-vous importants, ça peut arriver que dans une semaine, vous en ayez d'autres fois que non. Exigence familiale, des enfants, des fois les parents demandent aussi certaines tâches à être faites, ça peut être écrit là. Donc, c'est toujours par semaine, sur 168 heures. Donc, vous pouvez donner à peu près combien de temps par semaine vous voulez donner. Heures d'études, heures de rédaction des travaux, rencontres d'équipe, dans étudiants-étudiantes. Si vous voulez une bonne moyenne environ de combien de temps vous devez donner par semaine à votre étude, c'est sur la pondération dans votre horaire. Vous allez voir si vous regardez sur votre horaire, vous avez toujours un nombre d'heures de théorie dans un cours, un nombre d'heures de pratique et enfin un nombre d'heures de travail à la maison. C'est quelque chose qui est approximatif. Ça peut arriver, exemple, dans la première semaine, vous n'ayez presque pas de devoirs, vous en ayez pour peut-être 15 minutes dans un cours de devoirs à faire ou d'études, mais au fait que la session va avancer, ça va augmenter. Ça peut arriver vers la mi ou la fin de session, vous avez davantage d'études que ça à faire dans une semaine. Mais ça peut être un bon guide pour vous donner environ combien d'heures par semaine vous devez mettre dans chacun des cours. Et ensuite, vous pourrez diviser ça dans vos heures hebdomadaires ou dans votre agenda si vous voulez. Heure de rédaction des travaux, ça va un petit peu avec en général. Rencontre d'équipe, ça peut dépendre de chaque semaine également. Et sinon, autre activité, tâches ménagères, quelque chose qui est important. Loisirs et sorties, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, des activités sportives, télévision, ordinateur, du temps de relaxation, des choses qui sont aussi importantes à penser. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est entrer environ les heures que vous voulez mettre dans chacun de ceux-là par semaine. Et ensuite, la semaine suivante, vous allez pouvoir faire une petite auto-évaluation. Donc, regardez finalement combien d'heures vous avez environ mis dans chacune de ces facettes-là de votre vie. Donc, et ensuite, vous pourrez faire les ajustements. Si je donne un exemple, bon, ça, j'y reviens ensuite.
Voilà. Parfait. Donc, c'est bon, là, c'était un horaire fictif qui a été fait. Vous voyez ici, la personne aurait donné 15 heures à cette période de cours. Normal, il faut qu'il y ait chacun de ses cours chaque semaine. Emploi rémunéré aurait 15 heures environ. Temps de transport, donc 1 heure et demie au total par semaine. Donc environ 7,5 heures par jour, pardon. 7,5 heures par semaine de transport. Heure de repas ici, donc s'il donne environ 1 heure au total par jour pour manger, 20 minutes par repas, ça donnerait 1 heure par jour. Donc à terme de la semaine, ça serait 7. Heure de sommeil, si la personne s'est donné 7 heures par jour, donc environ 49 heures de sommeil par semaine. Rendez-vous important, ça en est donné une, ça se peut que ce soit utilisé ou non. Échange familial, 10 heures au total. Heure d'études, la pondération était de 14. C'est donné aussi 10 heures de travail, en rédaction de travaux, pardon. Tâches ménagères, un certain nombre. Loisirs et sorties, c'était donné 8 heures. Activité sportive, 6. Probablement que la personne pratique un sport de manière régulière ici. Télévision ordinateur, c'est 10. Et là, vous allez voir, vous trouvez peut-être ça très gros, mais dans une semaine, c'est très peu. Souvent, les gens prennent plus de temps que ça seulement sur leur cellulaire, là, donc faire attention. Et en fait, dans cette relaxation, la personne s'était donné 2 heures de lecture. Donc, si on regarde un petit peu plus loin, on peut constater que la personne est allée à tous ses cours, elle est allée à son emploi rémunéré comme d'habitude, et là, la personne a pris, bon, 8 heures pour ses repas, donc elle a fait un petit peu plus de temps qu'elle pensait à manger. Finalement, plutôt que de prendre 49 heures de sommeil, elle a pris 53 heures. Donc peut-être ici qu'il y a un petit ajustement à faire, là. On a vu des rendez-vous importants, elle a pris son rendez-vous, 10 heures de déficience familiale, c'était à peu près pareil. Et on s'entend aussi que la personne était un petit peu en déficit ici, là. Elle a seulement donné 9 heures et 8 heures dans chacune des deux catégories d'études. Donc probablement que ce temps-là, elle l'a donné pour autre chose. Donc ce serait ce qui sera en rouge dans la grille ici, là, comme vous pouvez voir. Donc la personne a fait un petit peu plus de sport qu'elle pensait. Elle était beaucoup plus sur ordinateur aussi qu'elle pensait. Là, certaines personnes vont se dire, bon, ben, peut-être qu'il devrait dans quoi il devrait couper ici. Ça, c'est la question que je vais vous demander. Personnellement, la question va apparaître dans pas très longtemps à l'écran. Sur quoi est-ce que vous couperiez? Quelle modification vous feriez à son horaire ici? Sur quoi vous croyez que la personne devrait donner plus de temps et sur quoi elle devrait en enlever? Donc, vous voyez, je vais juste déplacer. On va déplacer à gauche. Voilà. Vous pouvez voir ici, là, la personne a donné plus de temps à ses repas, plus de temps à son sommeil, plus de temps à l'ordinateur et aux activités sportives. Qu'est-ce que vous changeriez? Où est-ce que vous couperiez pour donner plus de temps à l'étude ici? Parfait, donc on va poursuivre. Si vous voulez continuer à ajouter des réponses, il n'y a pas de problème. Donc ça, il y a des réponses qui sont très intéressantes. En fait, bon, c'est quelque chose qui est quand même plus personnel ici. En fait, le but de l'auto-évaluation de l'ajustant, c'est de voir, d'affinir à en arriver à un horaire qui serait confortable. Donc, combien de temps vous mettez dans chacune des facettes, ça dépend évidemment de vous également, là. Donc, c'est une question de réponses très précises, c'est super. Donc, c'est une personne ici qui dit, bon, passez moins de temps sur la télé, les ordi, le reste, c'est difficilement compréhensible. C'est une personne ici qui vont se dire, bon, on va couper sur le sport. Faut faire attention ici, parce que parfois, le sport, c'est quelque chose qui va être très motivant. Donc, certaines personnes vont venir du secondaire et vont avoir joué, été dans un programme de sport-études, vont arriver au cégep et vont vouloir couper là-dedans vraiment pour se concentrer sur leur programme, mais c'est pas nécessairement toujours une bonne chose à faire, parce que dans ça, souvent, on voit la motivation tomber en flèche. Donc, souvent, garder du temps pour les loisirs, les activités, c'est quelque chose qui est bien. Évidemment, il faut savoir à quel point vous êtes confortable avec le temps que vous avez. Si vous croyez qu'après une semaine, vous êtes vraiment plus capable de l'étude et vous avez besoin de plus de temps pour les loisirs ou pour le sport, nécessairement, ça serait peut-être d'augmenter là-dedans. Si jamais vous trouvez que vous en avez trop et que vous pourriez en prendre moins, ça fonctionnerait bien, eh bien, vous pouvez toujours couper là-dedans aussi. Nécessairement, télévision ordinateur, bon, c'est quelque chose qui est facile à couper aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. Les heures de sommeil, quelque chose qui, bon, c'est difficile à couper également. Les heures de repas, effectivement, c'est quelque chose dans lequel les gens peuvent couper. Bon, ça pourrait être aussi une exigence familiale, dépendant toujours du contexte. Mais pour revenir aux heures du repas, ça dépend, comme je vous disais, si vous socialisez beaucoup pendant ce temps-là. Est-ce que vous passez vos repas tout seul? Là, en général, on mange beaucoup plus vite. Ou est-ce que vous les passez, exemple, à la cafétéria à manger avec vos amis? Ça dépend. Nécessairement, souvent une demi-heure, 45 minutes, ça peut être suffisant, là. Ça dépend de vos préférences. Nécessairement, les loisirs, ça peut aussi donner un petit peu aussi les repas pour certaines personnes, là. Donc, c'est à vous de voir. En fait, l'important ici serait de vous arranger pour être confortable, d'avoir assez de temps pour votre étude et votre rédaction de travaux,
tout en ayant quelque chose de confortable pour tout le reste, tous les autres aspects de votre vie ici, là. Donc, c'est à vous de voir. Pour ça, en général, eh bien là, je reviens avant de continuer. On se pose les questions suivantes qui vont être également dans le document qu'on va vous fournir. Donc, à la fin de la semaine, ce que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que vous avez eu le temps de tout faire ce qui était planifié? Donc, est-ce que vous avez manqué de temps au final ou non? Est-ce que vous avez été capable de gérer les imprévus? Parce que oui, les imprévus, il y en a toujours qui arrivent. C'est difficile de pouvoir tout planifier pendant une semaine parce que la vie est faite de surprises, il faut se le dire. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des imprévus. Il faut vous donner un petit temps pour ça, nécessairement. Est-ce que votre charge de travail planifiée était réaliste? Est-ce que vous pouvez en prendre à ce point-là? Est-ce que vous avez eu de la facilité à respecter votre horaire? Est-ce que ça a été facile ou ça vous a pris un gros effort pour réussir à vraiment faire tout au bon moment et à donner le bon nombre d'heures pour chacune des facettes de votre vie? Est-ce que vous avez bien mangé et dormi? Très important, c'est la base. Et est-ce que vous avez pris du temps pour vous détendre? Donc, oui ou non, et vous pouvez décider qu'est-ce que vous améliorez, c'est où que vous coupez, et c'est où que vous ajoutez du temps. Donc, c'est à ça que ça sert, en fait, l'auto-évaluation du l'usage du temps ici. Donc, le temps file quand même rapidement, donc on va passer ici. En fait, on avait un petit sondage qu'on n'a pas besoin de faire apparaître à l'écran dans ce cas-là. C'est qu'en général, on a des suggestions à faire quand on parle de combien de temps on devrait donner à un emploi rémunéré. Ici, c'est le dernier point de la diapositive, comme vous pouvez voir. On dit qu'en général, quand on est étudiant au collégial à temps plein, on tente de ne pas donner plus de 15 à 20 heures consacrées à l'emploi par semaine. Là. Certaines personnes vont pouvoir en prendre un petit peu plus ou n'auront pas le choix de le faire pour toutes sortes d'obligations. D'autres personnes vont trouver que c'est trop et vont préférer ne pas donner tout ce temps-là. Donc, c'est à vous de voir. Mais généralement, on tente de ne pas dépasser de 15 à 20. Là, sinon, en général, on considère que vos études peuvent en être possiblement compromises. Sinon, quelques éléments, comme je disais, quand on planifie une session, on tente d'entrer les examens et les travaux à remettre. Une semaine, on met les activités obligatoires, les travaux scolaires à faire dans la semaine et on se donne des échéances. Donc, quand est-ce qu'il faut avoir terminé quoi? Donc, ça c'est pour l'horaire hebdomadaire. Quand on planifie une journée, bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard, c'est les priorités souvent. Qu'est-ce que vous devez faire qui est le plus important que vous fassiez dans votre journée? Qu'est-ce qui est moins important et que vous pouvez faire un petit peu plus tard? Enfin, bon, quand est-ce que vous devez étudier? Comme on se dit tout à l'heure, ça va préférer le matin, le soir, l'après-midi, même la nuit. En général, on tente de ne pas dépasser plus de 10 heures de travail intellectuel par jour. Donc, si vous avez une journée vraiment, vraiment remplie, donc des cours de 8 à 18 vraiment toute la journée, presque sans arrêt, possiblement que vous avez travaillé fort pendant votre journée. Ça dépend aussi de votre emploi rémunéré. Parfois, vous allez avoir des emplois qui sont plus intellectuels. On tente, si vous voyez que vous avez fait 10 heures de travail intellectuel, vous avez travaillé fort, peut-être que c'est pas la journée où vous mettre le plus de temps dans votre étude. Tentez de garder les journées qui sont plus relax, comme on dit souvent, ou les journées où vous avez moins de choses à faire pour votre étude ou pour vos travaux. Nécessairement, si vous avez un ou deux cours par jour, là, vous pouvez facilement étudier, là, mais bon, c'est pour les journées qui sont vraiment pleines, faire attention à ça. Quand vous étudiez, là, on parle surtout à la fin de la mi-session, on tente de ne pas mettre plus que 5 heures sur la même matière, sinon ben, vous perdez de l'efficacité ici. Là. Aussi, ce qu'on vous conseille souvent, c'est de ne pas mettre plus qu'une heure d'étude à la fois. Donc, après avoir fait une heure d'étude, vous allez peut-être remarquer que votre concentration commence à être un petit peu moins bonne. Donc, en général, on tente de prendre une pause de 10 à 15 minutes pour y revenir ensuite. Voilà. Donc, on parlait de concentration il y a quelques secondes. Quelque chose qui est très important quand on gère notre temps aussi. Donc, quelques petits trucs. Souvent, quand on étudie, on tente de se trouver un endroit qui est calme, où vous allez pouvoir être bien assis, sans trop de distraction. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on évite Facebook, tout ce qui est même souvent le téléphone, des choses comme ça. Tout ce qui peut vous distraire et faire enlever votre attention sur votre étude. Sinon, quand vous avez faim, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, ça peut aussi vous déconcentrer. Là, la faim, c'est quelque chose qui peut être un petit peu subjectif. C'est une personne qui va se dire que quand ils ont trop mangé, au contraire, ils ne sont pas concentrés parce qu'ils sont en train de digérer, ils se sentent un petit peu endormis. C'est à vous de voir là-dessus si vous préférez vous donner un petit temps pour avoir mangé avant d'étudier. On vous dit ici, dans la diapositive également, que le lit, ça devrait être pour le sommeil et non pour l'étude. Beaucoup de personnes, dont moi le premier, il n'y a pas si longtemps que ça encore, j'aimais bien étudier sur mon lit. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est un phénomène psychologique, c'est que vous allez associer, sans vous en rendre compte, donc de manière inconsciente, votre lit à votre étude. Donc, vous allez arriver pour dormir et malheureusement, vous allez vous rendre compte que vous avez de plus en plus de difficultés à dormir dans votre lit, à trouver le sommeil. C'est seulement parce que votre cerveau a associé l'étude à votre lit. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un endroit distinct pour étudier.
Sinon, ce qui peut arriver, c'est tout simplement le contraire. Vous avez déjà naturellement associé le lit à votre sommeil. Donc, quand vous allez vous mettre dans votre lit, bien, la concentration va diminuer parce que votre cerveau va se dire, bon, mais je suis dans mon lit, c'est l'heure de dormir. Donc, faire attention à ça, trouver deux endroits distincts. Donc, souvent étudier dans son lit, c'est pas nécessairement une bonne idée. Enfin, là, je vais accélérer un petit peu parce qu'on est quand même pris dans le temps ici. On vous donne encore quelques petits trucs. Donc, on se donne des courtes pauses à chaque heure, comme je vous l'avais dit. On découpe le travail en petites étapes. Au niveau des objectifs, donc tentez de vous rendre jusqu'à un certain point avant de cesser d'étudier ou de travailler. Et enfin, bon, comme je disais, les moments les plus productifs de la journée pour les tâches les plus exigeantes. Quand il y a des choses qui sont plus faciles, des tâches plus mécaniques, plus répétitives, vous pouvez les garder pour les moments que vous vous sentez un petit peu moins bien. Donc, ce qui est plus difficile, ce qui demande plus d'efforts, vous les gardez pour les moments que vous vous sentez le mieux. Également, vous voyez ici en haut à droite, on vous dit de surligner, surligner, encadrer, annoter et mettre de la couleur. C'est quelque chose qui est très très bien parce que quand vous surlignez des choses dans un livre ou dans vos notes, souvent ce que ça fait, c'est que ça vous oblige à être concentré parce que puisque vous êtes occupé à surligner, bien nécessairement vous portez attention à ce que vous êtes en train de faire et non à votre cellulaire ou au bruit qui est autour. Donc, ça, d'avoir un surligneur en main là, et de prendre des notes, à noter ce qui est un petit peu autour, ajouter des commentaires, ça peut être une très bonne façon de rester concentré à ce qu'on fait. Normalement, on a une question sur la musique également, là, on va la passer. Je ne sais pas si personnellement vous aimez écouter de la musique quand vous étudiez. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend de vous. Je vous invite à l'essayer et vous en rendre compte si oui ou non ça vous nuit. C'est une personne, ce que ça va faire en fait, c'est que ça va couper tous les bruits autour. Et vous entendrez plus bon le ventilateur ou votre mère qui vous demande de faire la vaisselle, des choses comme ça. Vous allez vraiment pouvoir vous concentrer parce que ça coupe les bruits de fond. Par contre, pour certaines personnes, ça va déconcentrer quand ils vont écouter la musique. Donc, les paroles vont tendance à porter plus attention à la mélodie ou aux mots de la chanson plutôt qu'à leur étude. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, parfois, ce que certaines personnes font aussi, c'est qu'ils vont mettre de la musique d'ambiance. Ou bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement allumer, par exemple, un ventilateur au fond de la pièce pour pouvoir couper les bruits de fond sans avoir la musique. Donc, quelque chose qui est très stable, tout très répétitif, et qui vont finir par plus porter attention là, à force que le son est audible. Donc, c'est à vous de voir si la musique, ça fonctionne pour vous ou non. Évidemment, ce qui peut arriver, c'est que malgré tout, malgré tous les bons trucs qu'on vous a donnés, ça peut arriver que vous soyez dans une situation d'urgence. Donc, dans ces cas-là, on tente de prioriser les choses. Donc, je vous donne un petit outil dans quelques secondes pour pouvoir faire la liste de vos priorités. Vous allez voir aussi que dans l'étude, quand vous êtes de dernière minute, il vaut mieux, là je parle surtout pour la mi et la fin de session, étudier toutes les matières un petit peu moins, plutôt qu'une seule, potentiellement votre préférée, comme ici Erika au début dans la situation aurait pu faire. Là. Donc c'est mieux d'avoir peut-être 75% dans toutes vos matières que 100% dans une et de ne pas passer certains cours. Donc on attend d'étudier un peu tout superficiellement et de laisser tomber toutes les choses qui sont profondes. Aussi, faire attention quand vous avez plusieurs examens. Ça peut arriver que dans un cours, vous avez un examen qui vaut 10, dans l'autre qui vaut 30. Dans ces cas-là, ça peut être peut-être mieux de prioriser l'examen ou le cours qui va avoir un examen de 30% plutôt que celle qui a 10 ou un quiz de 5% par exemple, que vous allez pouvoir vous en remettre si vous ne le passez pas. Là. Donc, tentez de mettre vos efforts dans ce qui vaut le plus. Et enfin, juste avant de terminer, c'est la matrice de Eisenhower ici. Donc, pour prioriser ce qui est urgent, non urgent, important, pas urgent, donc vos priorités, finalement, on a des cadrans. On parlait du cadran 1, dans lequel vous pourriez mettre des choses comme qui sont urgentes et importantes, donc des choses que potentiellement vous devez faire maintenant. Il y a aussi des facettes de votre vie qui vont être importantes, mais non urgentes. Le cadran 2, pas importante, mais urgente, il faut le faire maintenant, mais c'est pas grave si on ne le fait pas. Et finalement, des choses qui sont non urgentes et non importantes. Donc, je vous invite à penser à certaines facettes de votre vie. Là, la question va apparaître à l'écran, la dernière potentiellement. Et attendez de classer des choses dans les différents cadrans. Donc, ici, quand on parle des facettes de votre vie, là, ça peut être des choses comme, bon, on peut parler des crises, si vous avez des imprévus, où est-ce que vous les mettez. On peut parler aussi d'échéances courtes, d'échéances plus longues. Pensez aussi à vos loisirs, à vos amis, dans quoi est-ce que vous classeriez ça. Potentiellement aussi des appels, Facebook, donc les réseaux sociaux dont on parlait, où est-ce que vous les metteriez. Donc, ça peut être n'importe quoi vraiment, des choses que vous croyez dans votre vie en général pour être urgentes et importantes, ou non urgentes, pas importantes, à vous de voir. Je vous laisse les placer dans les différents cadrans. Je vous donne 1 ou 2 minutes seulement pour tenter de terminer dans les 5 ou 10 prochaines minutes, là, pour pas trop
vous retarder dans votre planification de la journée même. Parfait. Donc, c'est très bien. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous confirmer avec ce qui va apparaître. Je vais fermer les différentes fenêtres. Super. Bon, pour vos réponses, si on passe à la diapositive suivante. En fait, ici, ce qu'on va mettre dans l'urgent et dans l'important, ça va être des choses on va parler, qui ont des échéanciers à court terme. Là. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui sont apparus dans vos réponses. Donc, si vous avez un travail à faire qui arrive dans les prochains jours, là, effectivement, c'est quelque chose que vous devez faire de manière rapide si vous ne voulez pas dépasser la date de remise et avoir des pénalités. Et c'est quelque chose qui va être important à faire parce que ça vaut beaucoup en perspective. Si on va parler de tout ce qui est gestion de crise, donc votre mère qui fait un accident sur l'autoroute, il faut l'aider tout de suite, c'est important. Des amis, problèmes, pression, aussi des choses qui demandent votre attention et qui est très importante de régler en peu de temps, on va souvent les mettre ici. Donc, souvent, quand on a un cadran 1, ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut le faire tout de suite. Finalement, ce qui est dans important, mais qui est dans non urgent, donc le cadran 2, ici, c'est tout ce qui va être planification. Donc, vous avez des choses à planifier, des séances à plus long terme, donc dans 2 ou 3 semaines. Ça va être dans ce cadran-là. On va aussi parler du social, de vos amis, de vos loisirs. C'est des choses qui sont importantes, vous devez les faire, mais c'est pas grave si vous ne les faisiez pas tout de suite. En général, c'est rare que vous allez devoir votre ami tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais ça va être important de le voir quand même. Tout simplement pour pouvoir garder votre cercle social. Là. Donc, on va les mettre dans non urgent, important. Finalement, si on va dans urgent, pas important, c'est qu'on va avoir des appels téléphoniques. Des choses comme une sonnerie, il faut répondre tout de suite. Si vous ne répondez pas au téléphone, vous allez manquer l'appel, mais est-ce que c'est important de répondre? En général, non, on peut rappeler plus tard. Là. Donc, ça irait là-dedans. Les tâches ménagères, donc potentiellement, c'est quelque chose que c'est apparu, j'ai vu tout à l'heure dans vos réponses également. Là. C'est effectivement quelque chose qui va aller là. Échéancier de moindre importance, ça peut y aller aussi. En général, quand on parle de urgent, pas important, on va tenter de déléguer ou de remettre à plus tard. Par exemple, vous êtes en train d'étudier, votre mère veut, votre conjoint ou peu importe, vous demande Ah, viens faire la vaisselle. Eh bien, potentiellement que c'est urgent, vous devez la faire tout de suite, mais c'est pas nécessairement important, ça peut attendre un petit peu plus tard, vous pouvez continuer votre étude. Donc, ça irait là-dedans, vous pourrez dire Oh, maman, peux-tu la faire cette fois-ci, je suis en train d'étudier ou quelque chose comme ça. Pour ce qui était du important non urgent, j'y reviens. En général, on tente de planifier ce qui était là-dedans. Donc, si vous avez, exemple, une sortie avec un ami qui veut vous voir, vous pouvez planifier quand vous allez le faire. Ça irait là-dedans. Finalement, bon, ce qui est pas important et qui est non urgent, ce serait télévision, Facebook, activités reportées, etc. Finalement, si on le fait à la toute fin, quand vous avez complété tout ce qui est dans les autres cadrans, vous pouvez en général faire ce qui est dans le cadran 4. Donc, c'est ce qui est moins important à faire. Donc, ça, c'est la gestion des priorités. Si une personne aime bien faire le cadran dans leur agenda et le remplir chaque jour, c'est des choses qui peuvent vous être utiles également. Et ça serait tout pour l'atelier, donc je vous remercie de votre attention, puis ben, je vous souhaite une excellente session.